un temps de questions intéressantes. Alors là, on va changer. On va pas parler ni des jeunes, ni des femmes en particulier. On va parler des personnes juste un tout petit peu au-dessus. Sur la question de la santé, sur la question de comment l'ESS reste un mouvement qui permet le mieux-être et la meilleure traitance. Non, ça se dit pas. De mieux traiter nos personnes en difficulté d'autonomie, et ainsi de suite. Pour cela, on va avoir deux intervenants, donc Jean-Michel Ricard, le monsieur là-bas qui n'a pas encore parlé, Julie Savary. Et je précise que faut la remercier doublement, d'une part d'être présente, mais doublement parce que c'était pas elle qui devait intervenir, et ça s'est fait fin de matinée, on va dire, à peu près, le changement. Donc, merci doublement d'être là. Et puis, en plus, ça permettait un peu plus de parité. Hein, on est limite là, parce qu'on a pris un chiffre impair exprès pour pas être paritaire. Mais là, on a deux femmes, c'est bien. On va commencer alors dans l'ordre. Je sais pas si on commence par Julie ou Jean-Michel. Voilà, après, allez. Jean-Michel, tu vas présenter ton organisation, donc Ciel Bleu, ton association, et l'ADN, parce que quand on en a parlé, j'ai utilisé ce terme-là, l'ADN de Ciel Bleu sur ses activités, sur ses interventions. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir convié Ciel Bleu à présenter cette aventure. Je pense que la plupart ne connaissent pas, donc je vais vous faire un rapide historique. C'est une association qui a vu le jour il y a 16 ans maintenant à Strasbourg. Je suis l'un des deux cofondateurs avec un ami, Jean-Daniel Muller. On est des profs de sport à la base. On n'a pas voulu aller dans la voie de l'éducation nationale. Pour une raison, on ne voit pas l'intérêt de l'activité physique comme elle est proposée par l'éducation nationale en France, c'est plutôt de la garderie. Et nous, ce qu'on avait appris durant nos années universitaires en STAPS, c'était de se dire que l'activité physique peut être un merveilleux outil de prévention, outil pédagogique, et aller au-delà de tout ce qu'on peut entendre de sport santé. Pour nous, l'activité physique adaptée, c'est un outil avec des objectifs au niveau physique, mais au niveau cognitif et au niveau social. Le déclic a été un stage qu'on a fait dans un groupe de maisons de retraite qui s'occupait aussi de personnes plutôt très dépendantes à domicile à Strasbourg, à côté de chez nous. Ça a été un déclic, stage qui devait durer 3 semaines, qui a duré finalement 1 an. Et à la fin de l'année universitaire, les dames qui suivaient nos activités nous ont dit mais il faut que vous reveniez à la rentrée scolaire. Nous, avec Jean-Daniel, on a dit c'est vraiment génial, c'était du gagnant-gagnant. Les personnes nous amenaient autant qu'on pouvait leur amener, et on s'est dit il faut qu'on trouve une solution. Et on a eu la chance que ce stage avait été un peu médiatisé, et un groupe de personnes sont venues nous rejoindre en nous disant est-ce que vous voulez qu'on vous donne un coup de main? On a dit on y va. Ces personnes ont créé l'association Ciel Bleu, alors avec un S au début. Maintenant, on a enlevé tous les acronymes. Même si on est prof de sport, on n'a pas fait des fautes d'orthographe. Ça signifiait Sport, Initiative et Loisirs Bleus. Et donc, juin 97, fin des études, et septembre 97, l'association Ciel Bleu voit le jour, avec une mission prioritaire, se servir de l'activité physique adaptée comme vraiment un outil de prévention, d'accompagnement en direction des plus fragilisés, et avec une mission prioritaire qui est l'accessibilité financière. Pourquoi les personnes âgées? Parce que, encore, ça n'a pas changé, 16 ans plus tard, quand on parle des vieux, ça coûte cher aux retraites, ça coûte cher à la Sécu, et on dirait que c'est vraiment qu'une charge pour notre société. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes et de représentants qui ont oublié que c'est eux qui ont écrit notre histoire. Et donc c'était une manière de se dire on va leur amener un maximum de bien-être, de qualité de vie, de sourire tout simplement, et avec cette accessibilité financière. Ça a été dur pendant 6 mois. On s'est fait mettre à la porte de toutes les structures qui pouvaient exister parce qu'on était trop jeunes, on avait 21 ans à cet âge-là. Les directrices et directeurs d'établissement nous disaient faire des choses professionnelles, encadrées par des professionnels en maison de retraite pour des gens de moyenne d'âge de 85 ans qui ont une durée de vie de 18 mois, on voit pas trop l'intérêt. Enfin voilà, des choses assez... c'est très formateur tout ça. Et au bout de 6 mois, on a eu la chance de pouvoir expérimenter Ciel Bleu dans une douzaine de maisons de retraite de Strasbourg. Grâce à un soutien assez particulier du Conseil général, on leur a demandé de cofinancer nos activités, pas de financer Ciel Bleu. On voulait faire nos preuves. Et au bout des 6 mois d'expérimentation, malgré beaucoup de réticences de tout le monde, 11 établissements sur 12 ont continué, et la 12e a continué suite à un coup de fil du directeur. Un jour, il nous appelle en nous disant « Il faudrait que vous reveniez tout de suite, parce que j'ai 3 soucis. Le premier, c'est que j'ai une grève des résidents qui suivaient vos activités dans mon bureau.
Le deuxième, c'est qu'il y a une pétition des résidents, du personnel soignant et des familles sur mon bureau. Et les dernières nouvelles d'Alsace sont à la porte de mon établissement me demandant pourquoi Ciel Bleu n'est plus là. Donc les personnes s'étaient mobilisées, soi-disant des personnes en vrac, qui étaient pas bien physiquement, c'est sûr, mais qui étaient encore très fraîches dans la tête. C'est une anecdote, mais c'est juste pour vous dire que Ciel Bleu s'est développé uniquement que par des gens bienveillants et beaucoup par les bénéficiaires directement de nos activités, directes, les personnes, et indirectes, les enfants, les petits-enfants. Voilà. J'aurais plein de choses à dire sur la parité homme-femme, sur les jeunes, parce que nous, il y a un nombre incalculable de personnes très jeunes qui soutiennent l'association sous forme de réseau. Alors, je pense que un certain nombre de réseaux associatifs ou économie sociale répondent pas forcément à leurs demandes, pas forcément très construits, mais justement, quand on a besoin de les mobiliser, ils sont souvent là. Donc à partir de cette exploitation, petit à petit, Ciel Bleu s'est fait connaître sur Strasbourg. On a développé les premiers programmes de prévention des chutes avec la Sécurité sociale du Bas-Rhin pour toucher les personnes qui sont isolées cette fois-ci à domicile et pour les refaire sortir de leur domicile. D'où le slogan de Ciel Bleu, donnons de la vie aux années. On parle souvent donner des années à la vie. Nous, c'est plutôt donnons de la vie aux années. L'objectif, c'était à travers les activités de prévention des chutes, leur redonner confiance de sortir de chez eux, de prendre des risques. Parce que dans nos sociétés, on parle souvent pour les personnes dépendantes, premier signe de handicap, enfin voilà, de rester cloîtré chez soi. Voilà. Et nous, on est sur la prise de risque, parce que la prise de risque, c'est tout simplement la vie et la liberté. À partir de là, le bouche à oreille a fait son œuvre, et petit à petit, Ciel Bleu s'est développé un peu partout en France, par plein de gens assez incroyables qui nous ont rejoints, avec une mission prioritaire qui était garantir cette accessibilité et vraiment un objectif, proposer des activités physiques en établissement d'accueil et hors établissement d'accueil pour des personnes, on va dire, plus jeunes et qui vivaient encore à domicile. Tout cela s'est passé d'une façon totalement inorganisée jusqu'en 2006. Uniquement basé sur des bonnes volontés, des personnes qui nous rejoignaient et qui comprenaient les convictions qu'on voulait mettre dans Ciel Bleu, sans le soutien, parce que l'État n'a pas été là. N'a pas été là. Il y a eu un grand trou vide entre 2002 et 2012. Vous pouvez faire le lien, je sais pas. Et donc, à partir de là, 2006-2007, on s'est posé avec le Trésor de Ciel Bleu. Le Trésor de Ciel Bleu, ce sont les salariés. C'est des gens assez incroyables pour savoir ce qu'on voulait faire. Et on voulait continuer à toucher toujours plus de personnes fragilisées sans que le coût soit un frein. On voulait se professionnaliser, parce que faire venir des vraies compétences, c'est essentiel, et des postes clés. Et en même temps, comment faire pour garantir cette accessibilité financière, pour continuer à se développer, pour garantir cette mission d'accessibilité financière et aussi travailler dans le cadre de la recherche sans le soutien de l'État, parce qu'on n'est pas sport, parce qu'on est trop diplômés pour des vieux, des handicapés et des cancéreux en France, entre Bac+3 et Bac+5. Les différents ministres nous l'ont répété depuis 10 ans et la dernière aussi. On n'est pas santé, parce qu'on est de la prévention, et malgré ce qu'on peut entendre, c'est pas l'ordre du jour. Et on n'est pas action sociale parce qu'on n'est pas service ou un établissement médico-social. Donc on avait 3 grands choix qui sont venus à nous. Le premier, c'était céder Ciel Bleu à un certain nombre d'acteurs du monde marchand, à l'époque qui venaient nous voir juste pour la gérontologie. Maintenant, c'est tout ce que vous pouvez imaginer dans le monde de la santé, des assurances, de la restauration collective, pour reprendre Ciel Bleu et le transformer en une entreprise commerciale. On n'a rien contre, mais c'était pas notre souhait, le souhait du départ et encore moins maintenant. Le deuxième choix qu'on pouvait avoir, c'était augmenter nos tarifs d'une façon assez substantielle, mais on allait perdre notre mission d'accessibilité financière. Et le troisième choix, c'était de se dire, il y a des vrais partenariats à faire avec des grands acteurs, personnes morales de l'économie sociale, comme ce qu'on a fait derrière avec la Croix-Rouge en France, mais aussi des acteurs privés marchands qui peuvent nous soutenir dans ce cadre-là, en étant gagnant-gagnant et sans qu'ils communiquent dessus. C'est ce qu'on a fait en France et en Europe avec Danone maintenant, par exemple. Le deuxième point, c'était de se dire, un jour, le monde des assurances, en général, pourrait prendre conscience que l'activité physique et la prévention, c'est utile à tout le monde. Ça crée de l'emploi au niveau local, ça améliore la qualité de vie des personnes et ça peut leur faire des économies. C'est ce qu'on a démontré derrière avec une étude qui a été relayée par l'OCDE avant l'été par le cabinet McKinsey, qui a démontré que nos activités, je vous donne un petit chiffre, j'en donnerai pas beaucoup, sur la prévention des fractures et le diabète de type 2, si la méthodologie Ciel Bleu était généralisée en France, ça permettait en 8 ans de faire économiser 59 milliards d'euros à la collectivité en France. Et dans ces temps de disette, il paraît que ça peut être intéressant. Donc en France, ça n'a pas été trop relayé, ça a été relayé seulement par le Conseil d'analyse stratégique et l'OCDE avant l'été. Donc voilà les choix qu'on
on s'est dit il faut qu'on aille dans ce cadre-là. Et en même temps, le public, personnes âgées, on s'est dit voilà, c'est bien, mais le plus important c'est notre outil, c'est cette activité physique adaptée qu'on adapte selon les envies, les capacités et les besoins des personnes. Et donc on a créé un parcours de prévention. On a fait évoluer Ciel Bleu en groupe associatif, un groupe associatif où il y a différentes structures dedans, associatives, mais aussi entreprises privées, comme je vous l'expliquerai très rapidement. Mais la Maison Mère est une association chez nous. Et l'objectif, c'est un parcours de prévention tout au long de la vie, avec un outil unique d'activité physique adaptée et une mission prioritaire à l'accessibilité financière. Très rapidement, 3 grands pôles. Le premier, c'est Ciel Bleu. Ce sont toutes les activités collectives pour les personnes fragilisées. Alors, avec 3 grands publics, les personnes à la retraite. Alors, en maison de retraite, on intervient sur 40% des maisons de retraite en France chaque semaine maintenant. Et hors établissement, plusieurs dizaines de milliers de personnes, mais qu'en co-construction. Ciel Bleu ne fait rien tout seul. On n'est rien tout seul. Donc c'est fait avec des mutuelles, des caisses de retraite, la Croix-Rouge française, des ARS, la CNAV en France, la Fédération des aînés ruraux. Enfin voilà, on a des centaines de partenaires dans ce cadre-là. Le deuxième axe, à la demande du corps médical qui travaille énormément avec nous et des familles, les personnes en situation de handicap mental dans un premier temps, parce que c'est là où il y avait pas grand-chose qui a été fait et où vraiment l'activité physique peut être un vecteur de santé à part entière, et pour les personnes en situation de handicap physique. Dans un second temps, où on travaille aussi bien au développement des activités pour les établissements de la Croix-Rouge, mais avec l'APF pour adapter des bateaux en amont du Vendée Globe pour des personnes lourdement handicapées, avec des skippers pour faire des régates. Enfin voilà, beaucoup de choses dans ce cadre-là. Et le troisième axe, c'est quelque chose d'essentiel pour nous maintenant, qui est l'accompagnement des personnes atteintes de maladies chroniques. Beaucoup de personnes, beaucoup de médecins nous envoyaient encore des personnes dans nos activités. Et on s'est dit, ce serait quand même intéressant qu'un jour, on arrête de parler de soins, de parcours de soins, mais de parcours de vie, de parcours de santé pour des personnes atteintes de maladies chroniques. Et si on pouvait un peu aller au-delà du curatif, les médicaments, les piqûres, tous ces trucs qu'on est bien l'habitude en France, et de se dire qu'il est possible de créer un parcours de santé, d'accompagnement pour des personnes atteintes de maladies chroniques avec une offre thérapeutique à part entière, mon habitude médicale pure, et une offre thérapeutique non médicamenteuse comme l'activité physique adaptée est reconnue maintenant depuis à peu près 2 ans et demi par la Haute Autorité de Santé. Et dans ce cadre-là, en main dans la main avec le corps médical en France, on développe des programmes pour les personnes atteintes d'Alzheimer, Parkinson, personnes atteintes de VIH sur les conséquences du thérapie, sur l'apparition de maladies chroniques assez invalidantes qui sont en train de se passer, les personnes atteintes de BPCO, que ce soit chronique dû à du tabac ou à la pollution, mais aussi on est en train de s'attaquer à un certain nombre de maladies génétiques, les personnes atteintes de sclérose en plaques, sur la prescription d'un certain nombre de neurologues en France sur nos activités, c'est une étude d'action, diabète, surpoids, obésité, et le dernier programme qui nous tient beaucoup à cœur parce que ça a beaucoup touché nos structures en tant que telles, pour les personnes atteintes de cancer. Et donc il y a 2 ans maintenant, le programme phare dans le cadre de la Journée mondiale contre le cancer a été un programme qu'on a lancé avec Curie. C'est une marque parce qu'on voulait que ce soit pas accessoire, on voulait que ce soit essentiel dans le parcours de vie des personnes. Ça s'appelle le programme Active, et le programme Active, c'est un bilan médical lié avec un bilan physique qu'on fait, et derrière prescription d'activité physique. Pourquoi ? Tout simplement, c'est qu'une activité physique très particulière. Rapidement, s'il te plaît. Oui, très rapidement. Une activité physique suite à un cancer du sein, avec des intensités très particulières, permet de limiter le taux de récidive de 30 à 50%. Voilà, c'est ce qu'on est en train de démontrer depuis 2 ans avec Curie. C'est en train de se généraliser en France. On fait la même chose dans le cadre du cancer colorectal. Bientôt, il y a le cancer du poumon, le cancer du pancréas. Et avec d'autres partenaires comme la Ligue contre le cancer, on développe beaucoup de programmes pendant le temps de traitement pour limiter, on va dire, pour se dire que pendant le temps de traitement, pendant la durée des chimios, il est possible que le corps ne soit pas juste souffrance, mais se réapproprier son corps et son schéma corporel. Voilà sous ciel bleu. Deuxième axe, très rapidement, domicile. Ce sont toutes les activités à domicile en cours particulier pour les personnes fragilisées. Pour aller à l'encontre des politiques qu'on peut entendre sur le maintien à domicile des personnes, notre programme phare de domicile s'appelle Sortir de domicile, justement. Arrêtons d'assister les gens à domicile, mais plutôt les accompagner. Et un troisième axe qui s'appelle Ciel bleu au travail. Et Ciel bleu au travail, c'est les convictions, les valeurs et la mission de Ciel bleu, mais dans le monde du travail, avec un modèle économique particulier, parce que c'est une entreprise et tous les bénéfices remontent à l'actionnaire unique qui sont Ciel bleu pour garantir sa mission d'accessibilité financière. Et Ciel bleu au travail s'est fait connaître il y a
3 ans maintenant, par la mise en place d'échauffements sur des chantiers du BTP. Personne ne nous prenait au sérieux, et ce petit échauffement a fait baisser dans l'entreprise où on est intervenu près de 80% les accidents de travail de plein pied. 1 personne sur 3 ont repris du sport hors de leur temps de travail et 40% d'arrêt maladie en moins suite à des problématiques de TMS. Ça a été fait avec Bouygues Construction et derrière ça a été généralisé dans la Poste, Ferrero, Danone, la grande distribution, la SNCF, sur plein de programmes sur la santé au travail. Voilà. Et donc ce groupe en France représente à peu près 450 salariés en France, 450 salariés. Il y a plus de 80 000 personnes qui suivent nos activités chaque semaine. Et comme on a voulu offrir ce savoir-faire à un maximum de personnes, on a créé des sortes de franchises sociales. Franchise parce que tout nous appartient pour que ça reste nos convictions, la non-lucrativité, la mission d'accessibilité financière. Mais il n'y a pas d'argent entre eux et nous. On a créé des petites sœurs associatives aux fondations en Belgique, en Irlande et en Espagne, et il y a 5-6 pays en cours de création dans ce cadre-là. Et comme tout bon sportif, il y a bientôt les JO qui vont commencer, donc on va légitimer un pays où il y a une sorte de dictature, mais bon, ça c'est pas grave, c'est avec nos impôts. Et donc dans ce cadre-là, un bon sportif doit avoir les jambes, donc ce sont les activités, doit avoir la tête, et pour avoir la tête, un institut voit le jour dans très peu de temps, dans quelques semaines, l'Institut Ciel Bleu, qui sera là pour faire reconnaître définitivement l'activité physique adaptée comme une nouvelle voie thérapeutique, une offre thérapeutique à part entière dans le cadre de la prescription d'activité physique par les médecins. Et il faut le cœur, et une fondation Ciel Bleu a vu le jour en octobre dernier pour soutenir les projets d'innovation, d'accessibilité financière et de recherche dans ce cadre-là. Voilà, très rapidement. Voilà. Et juste par rapport... juste réagir pas sur les femmes parce que nous c'est pas bien, il y en a trop. Non mais tous les postes clés sont mais je sais pas, discrimination positive, ça se fait, si ça doit se faire, c'est les compétences, c'est pas voilà. Et après les maris ils peuvent partager leur temps, s'ils sont vraiment si formidables, ils peuvent garder les enfants aussi, ils peuvent être là un mercredi sur 2, enfin voilà, il y a plein de choses à imaginer. Et je pense qu'il y a aussi pour faire changer, c'est un peu comme au niveau politique qui devrait faire passer, c'est le non-cumul des mandats. Et le non-renouvellement des mandats, je pense que dans les SES, ce serait pas mal, ça ferait du bien, voilà, et pas juste sur les jeunes. Pas de polémique, s'il te plaît. Non, pas sur les jeunes, sur les femmes, mais aussi, on est dans un pays, il y a quand même différentes origines, et c'est pas forcément très bien. Enfin, c'est même pas du tout, voilà, et c'est aussi, ça fait un peu bizarre quand même. C'est un peu blanc, tu veux dire, la représentation? Et je pense que ça peut amener plein de choses. Enfin, je sais chez nous, voilà, ça amène d'autres cultures, d'autres façons d'accompagner les personnes. Enfin voilà, c'est enrichissant d'une façon, c'est juste génial. Merci Jean-Michel. On reviendra vers toi. Oui, je pense que oui. On va laisser la parole à Julie pour pouvoir mettre des questions en commun sur les deux, parce qu'il y a une proximité dans les projets. Julie, responsable RSE MGN. Est-ce que vous pouvez nous parler du projet Living Well? Oui, absolument. Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, je vais pouvoir vous parler du projet Living Well, mais je ne pourrais pas le faire aussi bien que Bertrand Souquet, qui aurait dû être là cet après-midi et que nous excusons tous. En fait, il est souffrant, il va pas très bien, donc on prend le relais. Il a une bonne mutuelle, effectivement. Voilà, ce qui explique que c'est une jeune et une femme qui parlent. Ça tombe bien après ce qu'on vient de se dire tout à l'heure. Alors, la MGN, avant de parler du projet Living Well, peut-être rapidement, l'avantage, c'est qu'au moins, je vais être courte, puisque je ne pourrais pas parler aussi longuement que Bertrand pourrait le faire. La MGN, c'est quoi? La MGN, c'est une mutuelle santé. On a 2 grands métiers que vous connaissez peut-être. Le premier, c'est l'assurance et l'autre, c'est le soin. Alors, en matière d'assurance, de sous-métiers là-dedans, on gère le régime obligatoire de sécurité sociale d'un certain nombre de fonctionnaires essentiellement de l'éducation nationale, mais aussi de la recherche, de la jeunesse et des sports, de la culture et de la communication. Et on offre aussi une assurance complémentaire santé à toutes ces populations-là, et même au-delà, puisque la MGN, depuis quelques années, est maintenant ouverte à tous.
Et on a un deuxième métier qui est peut-être un peu moins connu, qui est celui du soin. On a 33 établissements de soins et de santé qui sont répartis sur tout le territoire français, des établissements de soins de suite et de réadaptation, des centres de santé mentale, etc. Je ne développe pas. Ça occupe à peu près la moitié des 9500 salariés de la MGEN sur tout le territoire. Donc, le projet dont je vais vous parler tout à l'heure, il implique à la fois une section départementale de la MGEN qui est l'émanation de la MGEN sur le métier de l'assurance, mais aussi un des établissements de soins de la MGEN qui est l'établissement de Sainte-Fère, qui est dans le département de la Creuse, même département que la section départementale que Bertrand Souquet préside. Voilà, donc quand on est une grande mutuelle comme la MGEN, on protège, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, 3,5 millions de personnes. La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait de l'innovation quand on a atteint cette taille-là. Alors, il y a à peu près deux grands types de réponses. La première, c'est la réponse par la masse. Si on prend la problématique du vieillissement de la population et des services qu'on offre à une population vieillissante, par exemple, la MGEN, ce qu'elle a fait il y a quelques années maintenant, c'est qu'elle a inclus dans son offre globale les garanties dépendance, ce qui fait que d'un coup, elle a couvert en matière de dépendance 2 millions de personnes. Ça, c'est une approche très massive. Maintenant, pour un certain nombre de sujets, ce n'est pas forcément une réponse adaptée. Et on se doit aussi d'expérimenter un certain nombre de choses. Et peut-être que pour expérimenter, la masse, ce n'est pas exactement la bonne réponse. Et dans le projet dont je vais vous parler, Living Well, l'approche qui a été choisie, c'est une approche très territoriale et très contextualisée. Living Well, il faut, pour bien le comprendre, bien le relier au territoire dans lequel il est né, ce projet. Ça veut dire, dans sa version française, prendre soin du milieu rural. Et ce milieu rural, c'est celui du département de la Creuse, qui est décrit par ses pouvoirs publics comme le laboratoire de l'Europe, ce que sera l'Europe dans 20 ans. C'est-à-dire que la structure démographique de la Creuse, voilà, des personnes âgées telles qu'on pourra en trouver en moyenne dans l'Europe dans 20 ans. Là, vous venez de donner un coup de flip à tout le monde. Hein. Et pourtant, c'est vrai. Donc dans ce département, les pouvoirs publics, le Conseil général et aussi la communauté des agglos de Guéret s'est dit il va quand même falloir qu'on invente des solutions pour gérer ce phénomène à long terme. Et donc ils ont créé, alors plus qu'un projet, Living Well, on va dire que c'est une grande démarche et qu'à partir de cette démarche, il y a un certain nombre de projets qui en découlent. Et un principe fondateur de cette démarche Living Well, c'est l'association des différentes compétences. Donc, au départ, une impulsion des pouvoirs publics, une association, par exemple, du CHU de Limoges, si je ne me trompe pas. Alors j'ai amené des petites notes histoire de ne pas dire trop de bêtises. Les antisèches pour une mutuelle de l'éducation nationale, c'est pas mal, je trouve. Ah ouais, c'est bien. Donc voilà, effectivement, il y a le soutien de l'Université de Limoges et du pôle CHU, l'hôpital de Guéret. Il y a un certain nombre, autour de l'Université de Limoges, un certain nombre d'universités partenaires qui contribuent à ces recherches qui sont menées, à tous ces travaux qui se situent en Grande-Bretagne, en Italie, même jusqu'au Canada. Et je suis sûre que j'oublie plein de pays parce qu'ils sont persuadés que, étant un laboratoire de ce que sera l'Europe dans 20 ans, il est utile de ne pas travailler qu'entre Français, mais de travailler avec des pays tiers. Et puis, il y a aussi des entreprises associées dans cette démarche, et notamment des entreprises qui travaillent sur les solutions domotiques pour lutter contre l'isolement, si vous voulez, des personnes âgées. Parce qu'en plus d'être un département vieillissant, en Creuse, on assiste aussi à un phénomène que sans doute vous connaissez, qui est la dispersion de l'habitat. Donc vous avez des personnes qui sont réparties de façon assez diffuse sur le territoire et qu'évidemment, quand on parle d'accès aux soins, va tout de suite se poser la question de parcourir des distances, comment on fait quand on est éloigné de sa famille, etc. Donc, on travaille aussi, dans le cadre de la démarche Living Well, sur la domotique avec tout ce que peuvent permettre les nouvelles technologies maintenant pour répondre à un certain nombre de situations. Et puis, en matière de santé, et là je viens plus précisément au rôle de la MGEN dans cette histoire, puisque population vieillissante, puisque dispersion de l'habitat,
On rajoute également un problème de démographie médicale, tout simplement le nombre de médecins et d'autres professions de santé qui étaient en forte diminution sur ce territoire. Comment on fait pour assurer correctement et sur le long terme l'accès aux soins pour les habitants et les habitants qui ont de plus en plus de difficultés à se déplacer? Donc on invente des choses. Et la MGN, elle est embarquée dans une de ces expérimentations qui s'appelle TEL-IDEN. Alors pourquoi DEN? Parce que le champ d'expérimentation porte sur le bucco-dentaire. Et donc, puisqu'à Sainte-Fère, nous avons un établissement avec un certain nombre de patients et de résidents, parce qu'il y a à la fois des soins de suite et d'adaptation, mais il y a aussi une partie EHPAD, donc avec des résidents, personnes âgées dépendantes. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est associé avec un chirurgien dentiste spécialisé donc, d'un certain nombre de pathologies bucco-dentaires. Alors, c'est un petit peu technique. On est parti du principe que on pouvait aider nos résidents à avoir un bon diagnostic de leurs problèmes dentaires, pour simplifier, non pas en les envoyant dans un autre département, éventuellement sur un gros centre hospitalier, mais en prenant des clichés de ce qui se passe dans leur bouche, en réalité, et en envoyant ces clichés dans un centre hospitalier pour que là-bas, un praticien qualifié puisse regarder ces clichés et déterminer s'il y a lieu ou non de faire déplacer le patient à ce moment-là. Donc, ce qui veut dire qu'on travaille avec des nouvelles technologies, on évite des déplacements inutiles, et on, quelque part, évite un certain nombre de coûts, alors coûts sociaux liés à ces déplacements qui peuvent générer un certain nombre de problèmes, coûts financiers, tout bêtement. Et puis, on optimise un peu le temps des professions de santé à qui on ne soumet pas des cas qui ne devraient pas leur arriver. Donc là, je vous l'ai dit dans sa version, on va dire, optimiste, idéal, mais en réalité, on cherche le point exact, la meilleure façon d'organiser tout cela, le point, on va dire, socio-économique, idéal, la façon de faire. On le fait en testant les choses à Sainte-Fère, dans la Creuse. On le fait aussi en testant un système tout à fait parallèle, tout à fait dupliqué, dans un département d'Allemagne, qui est le département de la ville de Kassel. Alors, je suis vraiment très, très mauvaise en allemand, je suis incapable de vous dire exactement le nom de ce département en allemand. Mais grosso modo, le principe, c'est ça. Vous avez 240 personnes qui sont embarquées, 240 patients qui sont embarqués dans cette expérimentation, à la fois en France et à la fois en Allemagne, et qui vont nous aider à déterminer quelle est la meilleure façon de pérenniser cette expérimentation sur l'accès aux soins des personnes âgées en milieu rural. Voilà. Donc, une fois qu'on aura fait ça, il y aura une grande question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on industrialise tout ça, c'est-à-dire comment est-ce qu'on passe de l'expérimentation à la généralisation de ce genre d'expérience. Évidemment, il va bien falloir que nos systèmes, notre sécurité sociale, toutes ces codifications acceptent d'intégrer tous ces actes qui ne sont pas aujourd'hui codifiés. Par essence, ils n'existent pas, on est en train de les inventer, de les tester. Donc, on va avoir tout un travail, on va dire, de changement systémique qu'on va devoir faire avec les pouvoirs publics, avec la Sécu. Et ça, c'est vraiment encore une autre aventure après l'expérimentation. Et puis, pour terminer, ce que je voudrais souligner, c'est que si on est capable de développer tout ça, alors, avec toutes les précautions oratoires, puisqu'il s'agit vraiment d'expérimentation, on le fait parce que la MGN a mis un petit peu dans le financement de ce projet, parce qu'il y a des fonds européens qui nous permettent aussi de développer tout ça, et parce que quelque part, les mutuelles ont bien été repérées par leurs partenaires, notamment leurs partenaires publics, comme étant des partenaires naturels, parce qu'on partage quelque chose de très fort avec eux, qui est la recherche d'intérêt général, et que c'est en ce sens que les mutuelles, les entreprises de l'économie sociale sont vraiment des partenaires idoines pour traiter ce type de problématique. Voilà, j'espère que je n'aurais pas été trop longue. Guillaume. Longue non, intéressante, très bien aussi. Remplacé au pied levé, c'était une gageure. Vous l'avez rempli avec brio. Une question aux deux, parce que dans
Dans les deux propos, il y a quand même, ça revient, et on en a longuement discuté avec Jean-Michel, puisque nous, on a pu préparer, avec Gilles, on n'a pas pu, la question d'une meilleure rationalisation des fonds publics. Dans les deux explications, là, ça revient, il y a des fonds publics, voilà, surtout sur les budgets sécurité sociale et action sociale, c'est quand même pas négligeable. Et dans les deux démarches, on est sur une meilleure utilisation des fonds publics et, si possible, avec vos projets, un gain, une économie sur ces fonds publics. Est-ce que c'était, entre guillemets, une partie de l'ADN du projet, ou est-ce que c'était une conséquence de la mise en place de ces projets ? C'est une bonne question, merci de l'avoir posée. Dans le cas du projet Living Well, ce qu'il faut bien comprendre par rapport à la relation pouvoir public, c'est que c'est une démarche initiée effectivement par des pouvoirs publics. Alors, la MGN a la capacité d'y participer, à la fois avec ses équipes et puis à la fois avec ses fonds. Ça nous intéresse parce que, d'une manière générale, on œuvre à l'amélioration de l'accès aux soins. Pour la question purement financière, que là-dessus, les collectivités territoriales de la Creuse, qui sont les premiers partenaires du projet, quand elles mettent... je sais pas, on va dire 10 € d'investissement sur le projet, elles sont même pas sûres de voir un retour sur investissement de 1. Pourquoi ? Parce que si ça fait faire des économies à quelqu'un à ce stade, ça va plutôt être à la sécurité sociale. Alors là se pose la question de comment est-ce qu'on organise structurellement le retour sur investissement pour ceux qui génèrent cette innovation-là. Très honnêtement, aujourd'hui, moi, j'ai pas la réponse. La MGN... qui assure, on va dire, la partie complémentaire de cette affaire-là, pourrait éventuellement, in fine, avoir un retour sur investissement aussi. Mais je ne pense pas que ce soit exactement ça qui a été à l'origine de la démarche. On est plutôt sur une... Ça ne serait pas malvenu qu'un assureur pense aux deniers du sociétariat. Hein. Je veux dire, c'est pas malhonnête. Hein. Non, ce ne serait pas malhonnête. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de volume, c'est incomparable. Et je pense que la grosse question qui se pose, c'est effectivement comment est-ce que on organise, alors je parlais tout à l'heure de changement systémique, c'est peut-être un gros mot, mais comment est-ce qu'à grande échelle on organise le financement de l'innovation et le retour sur investissement pour les gens qui sont à l'origine effectivement de ces opérations-là. Il y a un croisement de toute façon entre territoire et vue nationale, donc c'est compliqué. Alors, la question, c'est pour toi aussi, Jean-Michel, mais là, tu as peut-être aussi des questions, fin de journée, des réponses à apporter sur le passage d'une expérimentation à une belle poupée qui existe, qui est Ciel Bleu dans tout son réseau national. Peut-être aider la MGN. Hop là. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de nous. Hein. Ouais, sur les données économiques, je pense que c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas que ce soit une finalité. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même pas mal d'écrits, enfin, Ciel Bleu a été pas mal mis en avant sur des choses parce que ça fait faire des économies. On n'en a rien à cirer de faire des économies à l'État. Nous, on s'en fout. Le plus important, c'est que ça apporte quelque chose aux gens, aux bénéficiaires. Ça, c'est sûr. Le reste, c'est pas nos soucis. Par contre, ça peut être un argument marketing, vendeur, lorsque les gens n'y croient pas. Voilà. Et maintenant, dans tous nos innovations et les programmes de recherche qu'on monte, il y a toujours une partie économique. Voilà. Il y aura dans quelques mois, ça va sortir sur le cancer du sein. Donc, on est en train de démontrer qu'en gros, le programme Active Curie avec volant psychologique, activité physique, bilan individuel, bilan nutritionnel, suivi, tout ça, c'est 500 €. Et coût d'une récidive d'un cancer du sein en France, c'est 100 000 €. Et 20% des personnes viennent de la MGN, qui sont dans le programme Active. Ça, c'était voilà. Mais c'est à la fin, c'est pas notre objectif. Et voilà. Mais le plus important, c'est proposer quelque chose de bénéfique pour les gens. Là, l'objectif, je sais pas si c'était vraiment financier, c'est que voilà, il y a en Creuse, on est très présent en Creuse parce qu'il y a pas grand monde malheureusement, enfin qui veulent intervenir parce que c'est compliqué, mais il y a des demandes assez incroyables et je pense que ça permet de simplifier la vie aux personnes qui n'arrivent plus à se déplacer, où il n'y a plus de transport dans ce cadre-là. Donc c'est un vrai cercle vertueux gagnant pour tout le monde dans ce cadre-là. Une question un peu provoque que à Jean-Michel.
j'ai pas l'impression que l'économie sociale a prêté une oreille favorable à ton projet au début. Et tu vois, moi je fais juste du décodage, hein, parce que le discours que tu as tenu, je l'ai entendu un certain nombre de fois, sur des projets très innovants qui rentrent pas dans les cases. Tu vois, c'est pas action sociale, c'est pas santé. Ah non, ça on sait pas faire. Non, là il y a pas le marque-page, je peux pas y aller. Donc moi c'est pour ça que la question de l'innovation sociale, bon voilà, on pourra en reparler, on pourra faire une université que sur l'innovation sociale, je pense que, mais je me mettrai à la tribune. Parce qu'en plus, en plus, tu as parlé de Danone, quoi. Donc forcément, dans genre épouvantail, c'est pas mal. Alors non pas en tant que client, parce qu'en tant que client, c'est logique qu'ils soient intéressés, comme Bouygues, comme d'autres, tu en as parlé. Mais Danone à tes côtés, est-ce que ça veut dire que Danone a prêté une oreille plus innovante que d'autres acteurs de l'économie sociale? Bon, sachant qu'il y a la MGN qui va vous aider bientôt, là. Avec 20%, je l'ai entendu, la RSE en plus, c'est impeccable. Voilà, donc, et ça c'est une question un peu provoque. Après, ça sera la question sur les territoires et je laisserai la parole à la salle. Alors Danone, sans hésiter, on a un cahier des charges que les partenaires qui veulent venir avec nous doivent respecter. Ils l'ont respecté et franchement, ils l'ont respecté à la lettre. La manière dont ils ont soutenu à tout point de vue, alors financièrement, on n'en parle même pas, en termes de co-construction pour la France, l'Irlande et l'Espagne maintenant, parce qu'on a même lancé une marque commune qui nous appartient, enfin voilà, c'est quelque chose assez incroyable. Et le retour qu'ils ont fait en termes de communication, je pense que il y a beaucoup de fondations qui soutiennent le secteur, qui devraient en prendre compte pour 5 000 € où il faut mettre leur logo partout et voilà. Donc ça c'est sûr. Après, on va pas cracher du tout dans la soupe. On a rencontré des gens assez incroyables dans l'ESS. Alors je sais pas, l'ESS, innovation sociale, entreprise sociale, on s'en fout, hein. Le principe c'est faire des choses pour des personnes qui en ont besoin. On a rencontré des gens bien, on a rencontré des gens pas bien, mais comme partout, je pense que et notre chance c'est d'avoir pu regrouper autour de nous le monde du sport, beaucoup le corps médical, le monde d'entreprise, le monde de l'ESS. Enfin voilà, il y a plein d'acteurs très différents autour de nous et qui nous ont permis d'avancer, de co-construire. Donc voilà, et en plus, on peut pas convaincre tout le monde, plaire à tout le monde. Voilà, il nous suffit de quelques personnes bienveillantes et personnes morales bienveillantes pour avancer et on capitalise dessus. Ça, c'est le plus important. Non, parce que le projet tel que tu l'as décrit, il est éminemment respectueux de l'économie sociale sur la place de la personne, le bien-être, ainsi de suite. Donc voilà, ça faisait écho à un certain nombre de choses. Tu peux écouter la question que j'ai posée à Julie, parce que tu répondras après. La question des territoires, elle est importante. Elle est déterminante dans votre expérimentation dans la Creuse. Si vous aviez... Alors je sais que peut-être la question sera compliquée pour vous, mais deux réflexions sur la difficulté ou la force de travailler sur un territoire. Alors, je ne parle pas de l'expérimentation, mais voilà, les forces en présence sur un territoire. Est-ce que c'est un vrai plus? Est-ce que c'est plus simple? Est-ce que c'est plus compliqué? Voilà, pourquoi vous auriez pu très bien tirer très rapidement pour que ça parte sur le national, puisque la MGN est nationale. Enfin, voilà, votre réflexion par rapport à l'aspect territoire. Jean-Michel, la même question, on en a parlé. Non, merci Bertrand. Non, mais je pense que s'il était là, il dirait deux choses. Il dirait d'abord que c'est sans doute plus simple de démarrer par un territoire quand on y est bien implanté et quand on comprend bien toutes ces problématiques. On n'aurait jamais pu faire Living Well au niveau national. Enfin, pour développer un projet comme ça, il faut bien comprendre en finesse la structure de la démographie du territoire, la façon dont la population est répartie, et puis le maillage des partenaires, il est vraiment appliqué à ce qu'est le territoire, aux entreprises du territoire, et tout ça est très lié au contexte. Et à titre personnel, je pense aussi que l'innovation naît souvent d'une bonne connaissance fine d'un territoire, et quand on est des acteurs massifs comme ça, avec une présence nationale, c'est parfois plus intelligent de prendre les choses par un bout et de les généraliser, plutôt que d'essayer d'un seul bloc d'appliquer une réforme d'un seul bloc. Après, la difficulté, elle peut être d'un tout autre ordre. Je ne sais pas si c'est lié au territoire ou si c'est lié à la structure de certains de nos partenaires. Les pouvoirs publics sont soumis, et cette année on en sait quelque chose, aux élections.
Et forcément, la projection du personnel politique sur les projets qu'on peut proposer, malheureusement, ne va pas toujours au-delà d'un seul mandat. Quand vous êtes sur les problématiques de vieillissement de la population, l'horizon c'est 20 ans, l'horizon c'est 50 ans, mais parfois l'horizon des partenaires que l'on a en face, c'est 6 ans. Voilà. Et puis quand on arrive en milieu de mandat, c'est plus que 2 ou 3, quoi. Donc, du coup, je pense que la difficulté, elle est principalement là. Nous, tout vient du terrain de toute façon. Un exemple, il y a 2 ans et demi, on a lancé un incubateur pour que les salariés de terrain de Ciel Bleu postulent. Donc 2 fois par an, tout le monde a le droit de postuler sur des projets nouveaux. Ils sont sélectionnés par un comité assez particulier. Et s'ils sont acceptés, ils sont suivis pendant 6 mois. Et c'est une expérimentation au niveau local. On évalue tout ça, on finit par un modèle économique, voilà. Et si ça marche, la personne qui peut être chargée de prévention, c'est-à-dire qui fait des animations de gens, peut être chef de produit sur un programme très particulier sur le cancer colorectal, sur les mutations de taux de récidive, responsable national, mais en même temps chargé de prévention sur le terrain. Je pense que ça, c'est important. Et toutes les choses marrantes qui sont en train de se passer en ce moment, on parlait de l'Europe et de nouvelles technologies. On a été soutenu dans l'Europe dans le cadre des programmes AEL en 2012. Où on a remporté ça en tant que leader avec plein de partenaires. On développe des cours de gym à travers les tablettes et la télé interactive en Europe, et c'est trop marrant. Enfin, c'est quelque chose, et c'est super marrant. On a développé, dans quelques mois, une entreprise va voir le jour chez nous. Et ça vient des bénéficiaires et de nos salariés qui en avaient marre d'acheter du matériel sportif qui n'était pas adapté pour les personnes dont on accompagnait, et en même temps qui avait le même fournisseur à Singapour. Et donc des petites dames, des petites mémés qui étaient dans nos cours, ils nous ont dit au lieu de faire acheter n'importe où, vous pouvez pas recréer un peu de l'emploi. Et donc à partir de là, ces personnes ont créé un réseau de gens assez incroyable. Et dans quelques mois, une boîte, une entreprise va lancer le matériel Ciel Bleu adapté, sportif, et qui va être créé par les PME alsaciennes, les TPE. Et c'est trop marrant. Et ça a été créé par nos bénéficiaires. Quand vous parlez de jeunes, il y a une trentaine de jeunes designers, ingénieurs qui sont venus rejoindre parce que nous on s'y connaissait rien, et ils ont monté ça. Enfin voilà, c'est trop marrant. Voilà, et ça vient du terrain aussi. Alors, ma première question est pour Julie. J'aimerais savoir si la domotique chez les personnes âgées, justement, consiste à faire en sorte que la personne puisse s'auto-tester et envoyer les tests dans une grande ville, ou, pour rejoindre un peu ce qui vient d'être dit, est-ce que, on va dire que l'économie de transport systématique est réinjectée vers de l'emploi local, par exemple avec des auxiliaires qui pourraient, elles, au contraire, assister les personnes âgées pour faire ces tests, et qui, d'une pierre, feraient plusieurs coups en faisant du lien social, en ne laissant pas les personnes âgées toutes seules face à leur machine. Donc voilà, c'est une question. Est-ce que ce qui est économisé en transport et ce qui permet d'avoir des meilleurs diagnostics, ce que je peux totalement comprendre, n'est pas enlevé sur le côté du lien social? Parce que néanmoins, ça c'est quand même super important sur une population âgée, et en plus de ça, sur un territoire rural. Mon autre question est pour vous. J'aimerais connaître la gouvernance de tout ce groupe, parce que j'ai entendu plusieurs formes de structures. Là, vous venez déjà de donner des éléments. Ça peut rappeler d'autres groupes qui sont constitués comme ça en France, avec des entreprises, des associations et tout ça. Je voudrais savoir comment s'organise tout ça au niveau de la gouvernance, bien évidemment, de la citoyenneté et de la démocratie. Merci. Alors, domotique et lien social. Alors, sur domotique, je vais avoir plus de difficultés à en parler, puisque c'est une des parties sur lesquelles l'AMGN n'est pas encore tout à fait plugué. C'est mené par la collectivité territoriale, par le Conseil général de la Creuse, en partenariat avec un industriel local qui se trouve... qui est Le Grand, donc, avec aussi une dimension nationale, mais qui est issu de ce territoire-là. Je serais bien incapable de dire comment ils organisent les expérimentations liées à la domotique. Par contre, ce que je peux vous dire sur ce que l'AMGN teste à Sainte-Fer, sur le bucco-dentaire, où effectivement, au lieu d'aller vers le chirurgien dentiste, on utilise une technologie, on utilise
un petit appareil en fait qui fait des clichés. Le patient il fait pas ses clichés tout seul, il le fait avec un personnel de santé qui, alors si je pense que c'est une assistante médicale, ou bref, il faudrait peut-être avoir plus de finesse dans la dénomination, mais ce n'est pas en tout cas un chirurgien dentiste. Et ce qui fait que le lien humain dans l'acte de soin est absolument préservé, en plus dans un contexte où on n'a pas assez de chirurgiens dentistes. Donc ça permet tout simplement d'utiliser les ressources telles qu'elles sont disponibles aujourd'hui, en préservant effectivement un lien qui nous semble aussi, nous, en tant que mutualistes, extrêmement important. Alors sur la question de la gouvernance, rapidement, la maison mère, c'est l'association Ciel Bleu. Donc là, c'est un conseil. Alors il faut savoir qu'on n'est pas une association loi 1901, on est loi Alsace-Moselle, parce qu'en Alsace, enfin à Strasbourg, on fait plein de choses, pas comme dans le reste de la France, la Sécu, tout ça. Donc c'est un conseil d'administration où il y a 9 personnes, avec une caractéristique, aucune personne du secteur. Voilà. C'est que des personnes très différentes. Donc vous avez l'un des doyens de la fac de maths de Strasbourg, une comptable d'une autre structure associative, enfin, voilà, des gens, et pour qu'ils soient vraiment les garants des valeurs de Ciel Bleu, et qu'il n'y ait pas de partie prenante à un moment ou à un autre en termes de réseau. Ça, c'est quelque chose d'essentiel pour nous. Après, vous avez une autre grande structure, après il y en a d'autres, mais qui est l'association à domicile. Donc là, vous retrouvez une partie du conseil d'administration de Ciel Bleu, et après d'autres personnes avec des compétences plus sur les réseaux, justement, parce que c'est des interventions à domicile, on fait pas de communication, donc c'est que de la création de co-construction avec des partenaires très particuliers. Et après, vous avez le dernier, qui est un peu emblématique, qui est la Fondation Ciel Bleu, où le fondateur Ciel Bleu est minoritaire par rapport au conseil d'administration, par rapport au membre des collèges qualifiés, et le président est quelqu'un d'extérieur, parce que c'est la première structure où on va vouloir perdre la main tout en contrôlant la qualité, les valeurs, tout ça. Voilà. Et l'Institut sera une association où il y aura des représentants de Ciel Bleu et du monde extérieur scientifique. Voilà. Et on parlait des bénéficiaires, tout ça, notre gros souci, c'est qu'on a plein de demandes de bénéficiaires directs chez nous et indirects pour participer à la gouvernance. C'est que tout est à Strasbourg, donc on essaye de s'organiser, mais on n'est pas assez structuré pour répondre à toutes ces demandes où il y a plein de gens qui aimeraient rentrer. Donc on a des collèges de bénéficiaires, enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça, mais c'est pas suffisant du tout. Mais par contre, il y a des choses à inventer, je pense. Ah non, parce qu'il y a les pouvoirs publics qui font qu'on fait rentrer dedans, les choses comme ça. Non. Mais on a fait rentrer, par exemple, on a poussé les salariés parce qu'on n'avait pas de CE, de comité d'entreprise, et encore il n'y a pas longtemps, parce que personne ne voulait se présenter. Donc on a poussé les salariés à se présenter pour qu'on ait un comité d'entreprise, parce que ça commençait, le comité d'entreprise représenté dans les conseils d'administration. Ils sont pas juste consultatifs, c'est des gens très très importants pour nous. Donc on essaye de créer des choses qui sont pas normales, on va dire, traditionnelles. Mais c'est plutôt vers ça qu'on va aller. Jean-Michel, j'avais une petite question, un peu piège. Désolée. Dans quelle mesure et quel est l'accueil qu'on réserve au projet du groupe Ciel Bleu dans les organismes complémentaires en santé ? Je pense par exemple aux adhérents de l'UNOCAM, donc les complémentaires santé mutualistes et les autres. Comment ils accueillent votre projet pour éventuellement le rendre accessible à leurs adhérents dans le cadre de leur contrat mutuel santé. Bon, moi je rêve de mettre tous les mutuelles autour de la table, qui mettent un projet en commun pour le bien commun d'un maximum de personnes, et que ça peut être l'activité physique. On a eu des rencontres magnifiques avec un certain nombre de mutuelles. On a eu des rencontres juste hallucinantes où certaines mutuelles nous demandent l'exclusivité sur des programmes. Voilà, comme sur le programme cancer qu'on a développé avec Uri. Voilà, donc c'est des choses. Voilà, le rôle des mutuelles au sein du groupe associatif Ciel Bleu est minime par rapport à leur apport qui pourrait nous amener surtout à leurs bénéficiaires et à leurs mutualistes et sociétaires. C'est minime. Voilà, alors on a des mutuelles qui nous soutiennent depuis très longtemps, je ne sais pas si on peut citer, comme la Massif et la Fondation Massif, qui nous ont beaucoup aidés en termes d'innovation, il faut être clair. Voilà, mais il ne faut pas se dire qu'une structure comme Ciel Bleu est soutenue par la Massif, les autres ne peuvent pas aider. Voilà, c'est vraiment, je trouve ça hallucinant. Voilà. Et on a plus d'ouverture parfois, malheureusement, avec, par exemple, cette année,
il va avoir, voilà, on croise les doigts, mais si tout se passe bien, le remboursement par un grand assureur français en inclusion de nos activités. Et c'est un acteur privé lucratif. Voilà, c'est top, parce que c'est quelque chose de nouveau. Ils ont réussi à se mettre autour de la table, ils ont réussi à avancer, à pas mettre 6 mois pour faire une réponse négative. Mais c'est dommage quand même. Voilà. Mais nous, on est super heureux, hein, parce qu'ils se comportent très bien, ils ont une vraie éthique, une vraie valeur. Et je pense que ça va donner envie aux autres, justement, parce qu'il y aura de la com autour. Et l'objectif, c'est que, voilà, et même si c'est pas ciel bleu, on s'en fout. C'est juste dire qu'il y a des changements, parler de systémiques, à mettre en place au niveau du monde de l'assurance en général. Voilà. Plus qu'une question, c'est un petit peu pour faire réagir par rapport à, disons, la mise en perspective des deux initiatives, là. C'est très intéressant parce qu'autour d'une problématique d'amélioration de la santé, on a deux démarches radicalement différentes. Une qui monte effectivement du terrain, qui essaime effectivement à un niveau national, qui est une démarche associative, je précise, qui s'est échelonnée sur une quinzaine d'années, sous forme d'expérimentation, et pour répondre effectivement à un besoin d'anticipation et un besoin de lien, très très fort. Et non pas du tout, d'ailleurs c'est revendiqué, dans une démarche d'économie ou dans une démarche gestionnaire. Et on a, pour répondre à un problème effectivement, d'après moi, qui est moins un problème de santé qu'un problème d'accompagnement de la désertification sanitaire effectivement d'un département emblématique comme celui de la Creuse, où maintenant on a le droit de mourir, mais où on ne naît plus depuis 1 an ou 2, puisque la dernière maternité à Guéret a fermé, et qu'il faut maintenant faire 60 km pour accoucher quand on habite à la Souterraine ou à Guéret, en l'occurrence à Limoges. On a quelque part une injonction, hein, de l'État, puisque là on est en face non pas d'un groupe associatif, mais d'une mutuelle instituée et institutionnalisée entre toutes, hein, qui est la MGN, mais c'est juste une remarque. C'est nous l'État ? Non, mais il a été dit qu'il y a un accompagnement qui est un accompagnement effectivement dans une logique gestionnaire, grâce à la technicité en matière sanitaire et sociale qui est la vôtre, un accompagnement de cette nouvelle cartographie qui effectivement donc est transposée sous forme d'expérimentation européenne et tout, mais on accompagne une désertification effectivement revendiquée d'un territoire en matière de santé, qui est en l'occurrence celui de la Creuse, en essayant de trouver des systèmes qui, d'un point de vue gestionnaire, sont tout à fait, j'imagine, rationnels et rationalisants, mais dont je doute qu'en matière de lien social, qui est quand même une dimension importante d'un projet d'économie sociale et solidaire, la personne qui avait l'habitude d'aller chez le dentiste ou de voir un système de dentisterie mobile venir chez elle se contente d'envoyer un cliché. Je pense qu'en termes de plus-value sociale, en matière de lien, ça pose des questions. Et je ne suis pas tout à fait certain que ce soit cette utilité sociale qui est prévalue dans la genèse et dans l'articulation du projet. Mais ce n'est pas, disons, une remise en cause de la posture de la MGEN, mais c'est son donneur d'ordre, disons, centralisé qui certainement l'a voulu comme ça. Oui. Oui, non, je crois que cette expérimentation n'a rien à voir avec notre structure centralisée, et je dirais même bien au contraire, en fait. Toute cette histoire, elle est née du territoire, elle est née des acteurs du territoire, et aujourd'hui on s'interroge sur comment est-ce qu'on va pouvoir la généraliser, mais c'est seulement dans ce sens-là. Et la question que vous soulevez, celle du lien social, elle est absolument essentielle. Dans cette expérimentation-là, on ne prétend pas que les gens vont être soignés à travers un cliché. Ceux qui vraiment ont besoin d'être soignés iront chez leur chirurgien dentiste, et il y aura un acte de soins tel qu'il peut y en avoir régulièrement. Par ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de rupture dans le lien avec des professions de santé, puisque au contraire, en fait, les personnes qui ont droit à cette expérimentation, qui ont droit à ces clichés-là, sont des personnes qui, de toute façon, n'allaient pas vers le dentiste. Donc là, on leur ramène à la fois la technologie, à la fois peut-être un début de solution à leurs problèmes, et aussi le contact avec des professionnels de la santé. Donc je crois que la question du lien social, elle est tout à fait au cœur de ce qui se passe dans cette expérimentation en Creuse.
Oui, j'avais 2 questions et une toute petite remarque à Jean-Michel Ricard. La première, c'est avec tout ce qui s'est passé depuis 2006-2016 en termes de développement pour adapter de nouvelles offres, nouveaux services pour les bénéficiaires, est-ce que vous avez eu le temps de prendre le temps de réfléchir à tout ce qui est qualité de vie au travail, politique de rémunération, management alternatif, politique RSE? La deuxième, c'est par rapport à Ciel Bleu au travail, je crois que ça s'appelle. Vous avez cité des grandes entreprises. Est-ce que vous avez une manière de viser des PME? Parce qu'on sait que les salariés des grandes entreprises sont souvent mieux protégés que les salariés des PME. Et moi, je pensais par exemple, par rapport à mon employeur, à tout ce qui est scope du BTP. Et sur la remarque, c'est juste sur les SIC, il y a beaucoup de légendes urbaines, malheureusement, qui circulent sur les SIC. Il n'y a aucune obligation de collectivité publique ou n'importe quelle collectivité ou pouvoir public associé au SIC. Il y a juste obligation d'avoir 3 types d'associés différents, dont les bénéficiaires, les salariés et n'importe quel autre type qui peut être défini comme n'importe qui le souhaite. Ok. Pour Ciel Bleu au travail, alors on est resté pas mal de temps sur les grands groupes pour se faire connaître. Voilà, et comme c'était du bouche à oreille, et depuis 6-8 mois, pas plus, il y a des offres vraiment différenciées pour les TPE et PME, parce qu'il y a des réseaux de chefs d'entreprise, de petites entreprises en région qui nous ont contactés. Donc la prise en charge est différente. Il y en a beaucoup d'interventions en inter-établissement et avec des tarifs très différenciés. Voire très différenciés. Voilà, donc pour que ce soit accessible aussi dans ce cadre-là. Et un certain nombre de projets aussi sur des bassins de développement économique où il y a des crèches qui se créent, il y a des restaurants d'entreprise, où on est en train d'implanter nos activités pour toutes les petites entreprises, voilà, pour mutualiser les coûts dans ce cadre-là. Après, au niveau politique RSE, managérial, tout ça, alors... RSE, pas vraiment. Ça, je peux vous dire, voilà, notre seule réflexion qui est en cours en ce moment, c'est pour le matériel justement, parce que ce sera aussi du matériel assez particulier et quelque chose qui vient du terrain aussi dans ce cadre-là. Une vraie problématique des salariés de Ciel Bleu. On fait 10 millions de kilomètres par an. Les gens sont tout seuls dans leur voiture. Et donc, il y a quelque chose qui va se lancer dans quelques semaines. C'est vraiment top. Ça vient du terrain. On fait 2 expérimentations, pas loin de la Creuse. Et en périurbain, dans une grande ville, comme on fait les mêmes kilomètres, les mêmes trajets durant toutes les semaines, durant toute l'année, on va offrir aux personnes qui sont fragilisées, ils n'ont pas de voiture pour aller faire une offre d'emploi, des personnes âgées, tout ça, la voiture gratuite. Qu'on soit tout seul, à 2 ou à 3, c'est le même coût. Donc il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place dans ce cadre-là. Au niveau rémunération, on n'a pas changé. Les salaires sont vraiment pas terribles chez nous. Malgré tout, on a très peu de turnover. Enfin voilà, c'est une vraie réflexion. C'est que dans une entreprise, c'est bien d'avoir un peu de turnover parfois quand il n'y en a pas assez pour amener nous, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, les échelles de salaire sont de 1 à 2,6. Voilà, ça n'a pas changé depuis presque le départ. Et les gens qui ne veulent pas continuer dans ce cadre-là parce qu'ils gagnent pas assez, ils vont voir ailleurs. Voilà, ça c'est une des conditions non négociables chez nous. Voilà au niveau écart salarial. Et au niveau management, on est en train de préparer le développement de Ciel Bleu dans 3 pays du Nord, Suède, Norvège, Danemark. Il y a les 3 États qui se sont mis ensemble pour nous aider. Et ils sont vraiment sympas. Et on a rencontré plein de gens, des chefs d'entreprise, d'associations, tout ça. Et vous avez les chefs de boîte là-bas en Suède. À 17h, ils font le tour des bureaux en disant « Allez, cassez-vous, c'est fini, la journée elle est finie. Allez vous occuper de vos enfants, tout ça. » J'ai trouvé ça top. Donc on est en train de l'instituer. Et là, il faut être clair, c'est pas gagné chez nous. Parce que vous recevez des mails, enfin voilà. Donc en termes d'organisation, management dans ce cadre-là, voilà, on fait comme on peut. On fait comme on peut, mais il n'y a rien d'organisé en tant que tel. Voilà. Et par contre, voilà, il y a une grande liberté. Je rebondissais par rapport aux places des femmes. Il y a une grande liberté dans ce cadre-là. Voilà, on a institué, mais c'est pas marqué parce qu'on n'a pas le droit du travail. Il y a une semaine de vacances en plus pour les mamans qui ont des enfants. Voilà, pour plein de raisons. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont mises en place, mais c'est pas écrit dans le marbre. Voilà. Alors. Non. Merci à nos intervenants, Imad, Julie, Cécile, Mathieu, Jean.